On est arrivé, je pense, à un point de rupture des actifs qui sont maintenant asphyxiés par des taux de cotisation records pour payer des retraites records, d'un nombre record de retraités qui passent un temps record à la retraite. Aujourd'hui, les Français sont persuadés que les retraités sont misérables. Il y a 4% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. La moyenne de la population, c'est 8%. C'est les chiffres de l'OCDE. C'est vrai qu'au-dessus de 1 200 €, on a augmenté la CSG d'1,7 point, je l'avais dit. Là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Oui. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. On paie toujours aujourd'hui l'inconséquence de Mitterrand. C'est toute la bataille menée depuis le 19e siècle. La bataille pour le temps de vivre. Cet âge de départ, il l'a converti en un totem politique qu'on appelle d'ailleurs un acquis social, mais c'est pas un acquis social, c'est un privilège générationnel. Les retraites. Le Premier ministre François Bayrou en a fait l'une de ses priorités lors de son discours de politique générale le 14 janvier dernier. Le déséquilibre du financement du système de retraite et la dette massive qu'il a creusée ne peuvent être ignorés ou éludés. Plus qu'éludé, le déséquilibre et le besoin de financement du système de retraite est nié par certains responsables politiques, notamment ceux qui défendent l'idée d'un âge de départ plus généreux. Mais que disent les projections de la Cour des comptes ? En 2025, ce sera autour de 6 milliards. Sur les 20 prochaines années cumulées, on arrive à 475 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Un abysse dont semblent conscients les Français, qu'ils traduisent par une méfiance envers le système par répartition. Aujourd'hui, on est dans une situation où ce qui inquiète, c'est est-ce qu'il existera demain, comment il sera financé et quelles conditions il garantira aux futurs retraités. On a plus de 60% des répondants à notre sondage qui ne font pas confiance au système actuel pour équilibrer d'un côté les cotisations et de l'autre côté les pensions. Je pense que les Français sont tout à fait conscients, ils savent tous qu'on a 3300 milliards de dettes, ils savent très bien que l'état des comptes ne permet plus de financer à tout va toutes les dépenses. Ce déséquilibre pourrait être bien plus important encore, et ce dès aujourd'hui. L'inspecteur général des finances, Jean-Pascal Beaufret, avance des chiffres alarmistes dont ne tiennent pas compte les sages du Palais Cambon. En 2024, pour moi, les retraites ont pesé 45% du déficit public de 2024. Il va être annoncé à 175 milliards, les retraites ont pesé 81 milliards. 81 milliards, bien loin des 6 milliards de déséquilibre présentés par la Cour des comptes. Comment expliquer une telle différence ? Est-ce une simple bataille de chiffres ? C'est pas un combat de chiffres, c'est un combat de présentation des chiffres. Vous n'avez pas une feuille 21-29-7 où il y a recettes, dépenses. Qu'est-ce qui finance les retraites ? Ça, vous ne l'avez pas. Il faut le reconstituer. Quand vous reconstituez un compte des retraites vraiment précis, en 2024, 410 milliards à peu près, vous n'avez que 270 milliards de cotisations, c'est-à-dire 66%, les 2/3. Alors après, il y a 14% d'impôts. Et au total, je n'ai que 80% de prélèvements obligatoires. Reste environ 20%, les fameux 81 milliards, et voici ce que Jean-Pascal Beaufret démontre. Pour les régler, l'État employeur surcotise sur les traitements de ses fonctionnaires à hauteur de 100%. Très concrètement, quand l'État rémunère un fonctionnaire 2500 €, il débourse conjointement 2500 € de cotisations sociales. Et pour financer ces surcotisations, l'État puise dans le budget de ses administrations. Par exemple, sur les 100 milliards que l'État budgète pour la DIE, la dépense intérieure d'éducation, 20 milliards vont en réalité être déroutés pour financer les retraites. C'est ce mécanisme qui ne fait pas apparaître ces dépenses comme des déficits dans les rapports de la Cour des comptes, car l'État et la Cour des comptes les considèrent comme des subventions. C'est pourtant bien de déficit dont on parle lorsque les dépenses de chômage ou de santé dépassent les recettes. Si Jean-Pascal Beaufret refuse d'y voir un déficit caché, il y voit tout de même un sérieux manque de transparence. L'opinion n'a donc pas été informée de la situation financière actuelle de la protection vieillesse. Les débats nourris sur les hypothèses de son évolution dans le futur ont éclipsé l'établissement de son impact actuel, beaucoup plus important, sur la dette publique. Autrement dit, si l'opinion est informée des 475 milliards de déficits qui pourraient s'accumuler d'ici 2045, elle sait moins que s'ajoutent déjà et dans des proportions bien plus importante, ces subventions de l'État qui gonflent des budgets dont la destination ne devrait pas être le financement des retraites. Cette situation traduit-elle un dysfonctionnement total du système ? Ce système de retraite par répartition est-il menacé ? Pour le savoir, il faut d'abord bien comprendre comment il fonctionne et comment nous en sommes arrivés là. C'est d'ailleurs une notion très nouvelle. Avant, il n'y avait pas de retraite. On passait sa vie à travailler et puis on quittait ce monde sans retraite. Et ce qui caractérise le système français, c'est un système par répartition depuis la Libération, ce qui veut dire que, en gros, ce sont les générations qui travaillent aujourd'hui qui payent
les retraites des générations qui travaillaient hier. C'est-à-dire que les cotisations qui sont prélevées à la fin du mois sur les actifs sont directement reversées sous forme de pension sur les comptes bancaires des retraités en début de mois. C'est un transfert permanent de richesse en flux tendu entre les actifs et les retraités. Comme l'explique Maxime Sbailly, on pourrait dire que le système par répartition français a été pensé pour marcher sur deux jambes. Le moteur de la répartition, c'est la démographie, et le principe, c'est la solidarité entre les générations. Commençons par la démographie. À la Libération, au moment de créer la sécurité sociale, un fort consensus politique se dégage pour appuyer le futur modèle social français sur la démographie et donc sur la natalité. Pour avoir un dynamisme démographique qui fasse tenir ce système-là, il faut avoir une politique familiale très forte, plutôt généreuse. Et d'ailleurs, c'est à la Libération qu'on met en place le quotient familial. Et il y a ce fameux discours du général de Gaulle. Le chef du gouvernement, mesdames, messieurs. S'il est acquis que désormais le peuple français ne se multiplie plus, alors la France ne sera plus qu'une grande lumière qui s'éteint. Afin d'appeler à la vie les 12 millions de beaux bébés qu'il faut à la France en 10 ans, un grand plan est tracé. Le message du général de Gaulle a été plus que reçu par les Français qui feront 24 millions d'enfants dans les 30 ans qui suivent la Libération. Alfred Sauvy, économiste et démographe, qui n'a cessé de mettre en garde contre les conséquences d'un essoufflement démographique, avait mis en place un théorème des plus simples pour résumer la logique qui régit le système de retraite. Nous ne préparons pas nos retraites par nos cotisations, mais par nos enfants. Que certains résument par la formule plus lapidaire, pas d'enfants, pas de retraite. On n'a pas suivi ce théorème d'Alfred Sauvy. Dans les années 70, on est encore autour de 4 cotisants pour un retraité. Le problème, c'est que derrière, les boomers ont fait moins d'enfants. La pyramide des âges, finalement, elle a recommencé à maigrir. Elle a pris du poids vers le haut, si bien qu'elle est en train de s'inverser. Pour la première fois depuis 1946, les naissances passent sous la barre des 800 000 en 1975. Alors que le taux de fécondité était d'environ 2,5 enfants par femme entre 1970 et 1974, il tombe à 1,95 entre 1975 et 1979. Il ne repassera que très brièvement au-dessus de 2 enfants par femme en 2010 et 2011, mais toujours en dessous du seuil de renouvellement des générations établi à 2,05 enfants. Dans sa très longue histoire, la France ne s'est jamais retrouvée dans la situation démographique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On a un grand vieillissement de la population, 18 millions de retraités, qui vont devenir 20 millions dans quelques années. Ça, c'est la génération du baby-boom. Et en fait, vous avez une population active qui la finance, qui stagne. Aujourd'hui, on a à peu près 30 millions d'actifs. Et d'ailleurs, cette population, elle risque de baisser sur les prochaines années parce qu'on a une dénatalité, donc une baisse des naissances, qui commence à durer, qui commence à être structurelle. Je vous rappelle qu'on a quand même perdu 22% de naissances les 15 dernières années, donc c'est quand même une chute assez vertigineuse. Et avec cette natalité en berne, ce sont les 3 postulats démographiques sur lesquels repose le système de retraite par répartition français qui sont caduques. Le premier postulat, c'est que la pyramide des âges reste pyramidale. Il y a beaucoup d'actifs qui financent peu de retraités. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Que les générations se renouvellent perpétuellement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le taux de fécondité ne cesse de s'éloigner du seuil de renouvellement. Et que la jeunesse est toujours majoritaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les moins de 20 ans sont mis en minorité par rapport aux plus de 60 ans. Le baby-boom est devenu un papy-boom. Il a l'effet longévité. On vit plus longtemps que jamais. Mais en plus, il y a un effet massification qui fait qu'on a aujourd'hui 18 millions de retraités qui vont devenir 20 millions. La longévité plus la massification, ça coûte extrêmement cher pour les générations d'après, qui se retrouvent à devoir cotiser plus que leurs parents, à devoir travailler plus longtemps que leurs parents pour toucher des retraites moindres. Ce sont les générations nouvelles qui, récupèrent la facture démographique. Non seulement elles n'en sont pas responsables, mais en plus, ce ne sont pas elles qui sont directement touchées par le vieillissement, ce sont les générations de boomers qui sont déjà à la retraite. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème d'inéquité entre les générations. Cette inéquité entre les générations pose la question de la bonne forme de la deuxième jambe du système de retraite, son principe, la solidarité intergénérationnelle. Cette solidarité intergénérationnelle, elle consiste d'abord à ce que les différentes générations qui se succèdent soient à peu près égales devant le système auquel elles prennent part. Le taux de récupération, qui calcule le rapport entre la somme des cotisations versées durant la vie active et la somme des pensions reçues durant la retraite, est l'un des indicateurs qui permet de s'assurer de cette relative équité. La première vague des baby-boomers, donc ceux qui sont nés entre 45 et 59, ont un taux de récupération à 200%, c'est-à-dire qu'en gros, ils touchent à la retraite 2 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. C'est une génération qui a sous-cotisé par rapport à ses besoins, puisque quand elle cotisait, il y avait très peu de retraités qui d'ailleurs partaient à la retraite beaucoup plus tard qu'aujourd'hui, 65 ans en moyenne, qui faisaient pas de vieux os, et puis ils sont partis tôt à la retraite. Ils passent en moyenne aujourd'hui, c'est entre 20 et 25 années
à la retraite, plus on avance dans les générations, le taux de récupération il baisse. Aujourd'hui pour les générations actuelles, il est probablement inférieur à 1. L'autre principe de la solidarité intergénérationnelle, c'est celui de la cohérence et de la pertinence du transfert des richesses qui s'apprécie selon la santé économique de chacune des générations. Il y a ce débat qui des actifs ou des retraités ont le niveau de vie le plus élevé. On peut le mesurer de différentes manières, il y a des méthodologies qui vous diront ce sont les uns, ce sont les autres. Ce qui est intéressant, c'est en fait l'existence du débat. Ce débat n'a jamais existé en France avant, puisqu'il allait de soi que ceux qui travaillent étaient toujours plus riches que ceux qui ne travaillaient plus ou ne travaillaient pas. Donc le fait qu'aujourd'hui on ait des actifs et des retraités qui soient presque au même niveau de vie, d'ailleurs quand on regarde les taux de pauvreté, ce qui est clair c'est qu'il est le plus bas maintenant chez les retraités et le plus élevé chez les jeunes, chez les moins de 30 ans, qu'il est d'ailleurs le plus élevé chez les actifs et le plus bas chez les retraités. On a quand même une population de bénéficiaires de la sécurité sociale qui est moins pauvre que les contributeurs. Aujourd'hui, les Français sont persuadés que les retraités sont misérables. Il y a 4% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. La moyenne de la population, c'est 8%. C'est les chiffres de l'OCDE. Il se trouve que comme ils sont quand même 4%, les Français, et en particulier ceux des classes populaires, sont exposés à des retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts et ont tendance à projeter cette situation, à la généraliser et à penser que beaucoup de retraités, si ce n'est une majorité de retraités, sont dans le besoin. Et c'est ainsi qu'on a environ une moitié des Français qui pensent que le niveau de vie des retraités est inférieur à la moyenne nationale. Les Français, pour cette raison, estiment qu'on doit maintenir le système actuel, quitte à augmenter les prélèvements. Et c'est comme ça qu'on a 60% des Français qui sont favorables à ce qu'on augmente les impôts de production pour financer le système de retraite. Cette question du niveau de vie peut également prendre en compte le patrimoine et la règle des 3 x 60 que cite Maxime Sbailly, reprenant l'économiste André Masson. Les plus de 60 ans représentent en gros 25% de la population, mais ils détiennent 60% du patrimoine financier et 60% du patrimoine immobilier français. On n'a jamais connu une telle concentration de patrimoine dans des mains aussi âgées. On est un peu dans les généralités, mais c'est quand même des générations qui ont connu des circonstances exceptionnelles d'un point de vue patrimonial, par exemple. L'accès à l'immobilier était très facile, certes des taux élevés, mais il y avait aussi une inflation élevée qui faisait que les taux réels étaient plutôt bas, voire négatifs. Les prix à l'immobilier n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, et d'ailleurs l'effort à fournir sur le budget d'une famille pour acquérir un logement n'avait rien à voir avec le pouvoir d'achat immobilier d'aujourd'hui. Et qui en plus a profité après d'un gonflement du prix immobilier grâce aux banques centrales et tout ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles, et qui ont complètement inflaté les prix immobiliers et qui ont rendu en fait ces jeunes propriétaires, tout vieillissants, les ont convertis en des riches propriétaires avec des plus-values x3, x4, x5. Donc c'était une période quand même assez propice aux projets familiaux d'ailleurs. Aujourd'hui c'est tout l'inverse. Et cette concentration de patrimoine fonctionne de concert avec le vieillissement de la population en raison notamment des conditions d'héritage. L'héritage intervient de plus en plus tardivement. Ce sont maintenant de plus en plus des retraités qui héritent de retraités. L'âge moyen d'héritage est supérieur à 55 ans, là où à la Libération c'était plutôt autour de 30 ans. La courroie de transmission patrimoniale, justement entre les générations, entre les âges, elle est cassée. Conjointement à cette accumulation de patrimoine inédite pour une génération, les seniors font également mentir les théories économiques en matière d'épargne. Il y a une théorie économique qui s'appelle la théorie du cycle de vie, qui vous explique que en fait, vous constituez un patrimoine tout au long de la vie et que vous commencez à liquider ce patrimoine quand vous êtes à la retraite et il finit à zéro à la fin de la vie. C'est pas du tout ce qu'on voit en fait en France et d'ailleurs dans tous les pays vieillissants, que le patrimoine augmente avec l'âge, le taux d'épargne aussi augmente avec l'âge. Et c'est d'ailleurs très paradoxal puisqu'on est dans un système de retraite où vous avez des actifs qui doivent sacrifier une partie toujours plus conséquente de leur salaire brut pour financer des retraités qui eux ont le taux d'épargne le plus élevé de toutes les classes d'âge. C'est ce qui laisserait penser qu'il y a de la marge, en tout cas d'ajustement, du côté des pensions, du côté des retraités, plutôt que du côté des actifs. S'ajoute à cela un poids inédit pour les actifs, puisqu'en raison des conditions démographiques, il n'y a plus qu'1,7 actifs pour financer une retraite, alors qu'il y en avait encore 4 au début des années 70. En moyenne, un actif du privé non cadre sacrifie 28% de son salaire brut au financement des retraites. Je pense d'ailleurs que les Français ne sont pas conscients de l'ampleur du montant des cotisations. En Allemagne, c'est 19%. 28%, c'est énorme. Et ça ne suffit même pas. On peut rajouter aux 28, par exemple, les cotisations famille, donc qui elles sont payées par l'employeur uniquement, des cotisations patronales. Il y a une partie de cet argent-là qui va financer les droits familiaux à la retraite. Donc la branche famille, indirectement, elle est branchée sur les retraites. Quand on fait la somme de tout ça, on arrive probablement plus proche de 1/3 que de 1/4 du salaire brut d'un actif. Les taux de cotisation, ils étaient plutôt à 20% au tournant du siècle, ils étaient à 15% dans les années 80. Et donc l'effort à fournir par les actifs, il n'a jamais été aussi conséquent et il n'a jamais autant pesé sur le travail, parce que c'est aussi le coût du travail qui est alourdi. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi pourquoi le travail ne paye plus. Je vous rappelle que dans les années 70, on pouvait doubler son niveau de vie par le travail en 15 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie. Il faut 2 vies actives pour doubler son niveau de vie. Par tous ces indicateurs, la deuxième jambe du
du système de retraite, la solidarité intergénérationnelle semble elle aussi affaiblie. Quand on met en fait tous ces éléments côte à côte et quand on regarde les destinées différentes en fait des générations et les conditions radicalement différentes auxquelles elles sont confrontées, il est tout à fait légitime de poser la question de la répartition des efforts en fait dans ce modèle social. On est arrivé, je pense, à un point de rupture aujourd'hui des actifs qui sont maintenant asphyxiés par des taux de cotisation records pour payer des retraites records, d'un nombre record de retraités qui passent un temps record à la retraite. Je pense que ça les empêche d'ailleurs de concrétiser leurs projets familiaux. La dénatalité, elle n'est pas étrangère à ça. Ça dévalorise la valeur travail. Encore une fois, pour payer les retraites qu'on s'endette aujourd'hui. La dette est quand même un héritage de déficits passés et qui sont donc un espèce de boulet qu'on va léguer aux enfants, en plus de sacrifier leurs parents sur l'autel de la solidarité intergénérationnelle. Et ce qui est bizarre, c'est que plutôt que remettre en cause ce système, vouloir effectivement mieux répartir les efforts. On continue dans cette logique-là. Les politiques publiques omettent-elles vraiment cette question de la solidarité intergénérationnelle? La répartition des efforts est-elle vraiment absente des différents projets de réforme qui se sont succédés? Pour le savoir, il faut d'abord revenir aux premières politiques publiques de retraite. Dans les années qui suivent la libération, il ne fait pas vraiment bon être vieux en France. Entre cette vidéo visant à promouvoir l'instauration d'un système de retraite par répartition en France, diffusée en 1945, Vieille mère, que te reste-t-il pour te soutenir dans la nuit commençante? Un fils lointain dans un camp, ou dans la bataille, pour qui tu ne peux faire que prier et attendre devant ta fenêtre, ou devant ton poêle éteint? Pauvre vieux, vanné par une vie de travail, où trouveras-tu le repos des derniers jours? Bien sûr, il y a l'hospice, il y a l'asile, tu y trouveras ton lit, ton assiette, et peut-être un peu de tabac, et puis, il te restera le regret de ce qu'aurait dû être ta vieillesse, dans la maison qui aurait été la tienne. Ce n'est pas cela qu'on te doit. Ce qu'on te doit, c'est le système humain qui fera vivre normalement les vieux du travail de tous. Le système social qui assurera pour chacun l'avenir. Et celle-ci tournée en 1962, la situation de ceux qu'on appelle les vieillards ne s'est améliorée qu'à la marge. Trop souvent, il faut bien se le dire, et nous pouvons regarder dans le fond même de notre conscience, la retraite est conçue comme un moyen de faire partir les vieux de façon qui débarrasse la population active, qu'il donne des emplois, et on va même quelquefois jusqu'à préconiser une sorte de ségrégation dans des quartiers de vieux pour qu'on ne les ait plus devant les yeux, pour qu'on soit débarrassé de cette sorte de remords permanent. Cette pauvre liberté, cette misère en image, voilà le drame de la vieillesse. Un problème économique peut-être, mais surtout humain, cruellement humain. Un drame qui nous concerne tous, dont nous sommes tous solidaires. Oui, ce problème nous donne mauvaise conscience et nous préférons l'escamoter. En 1962 sort le fameux rapport Larocque, qui en fait met un peu les pieds dans le plat en disant il nous faut une politique publique sur la vieillesse. Et on a effectivement mis la lumière sur une situation, quand vous relisez Simone de Beauvoir par exemple, La vieillesse, qui était quand même assez catastrophique, qui n'était pas digne d'un pays riche à l'époque. On les laissait mourir dans des mouroirs, il n'y avait pas de maison de retraite, il y avait très peu d'hygiène, on les accompagnait pas, c'était un pays très jeune. Ce même rapport Larocque, du nom du haut fonctionnaire qui a largement participé à la création de la sécurité sociale à la Libération, qu'il a même dirigé, n'alerte pas seulement sur les conditions de vie des personnes âgées. Il relève également les défis de leur financement. Non seulement l'opinion ignore que l'évolution défavorable du rapport des actifs aux inactifs subordonne le maintien des avantages actuels à un effort supplémentaire. Elle est même persuadée que dans la même foulée, abaissement de l'âge de la retraite et relèvement des pensions seront possibles. Il importe de réagir contre cet optimisme, né à la fois de la méconnaissance des données démographiques et d'une extension abusive de la notion des droits acquis. Dans les années 70 ont lieu les premiers ajustements de ce système de retraite par répartition, notamment avec la loi Boulin en 1971. Elle rehausse notamment le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour partir à taux plein. Ce n'est qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 1981 qu'un projet de réforme majeur va voir le jour. Et il ne va vraiment pas aller dans le sens des mises en garde formulées dès les années 60. C'est toute la bataille menée depuis le 19e siècle qui se trouve ainsi résumée. La bataille pour le temps de vivre. La conquête du temps de vivre. Mais qu'est-ce que c'est que la vie
Qu'est-ce que c'était que la vie pour un prolétaire au milieu du 19e siècle? En convoquant les conditions de travail du milieu du 19e siècle, 130 ans plus tôt, François Mitterrand assied l'une de ses propositions phares, celle de la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. C'est une décision très opportuniste, probablement la plus opportuniste de l'histoire de la Ve République, puisque ça lui a permis d'être élu, en partie, et surtout ça s'est fait à la barbe de la démographie. On paie toujours aujourd'hui l'inconséquence de Mitterrand qui, par électoralisme, avait promis la retraite à 60 ans contre 65 ans auparavant, sans se soucier de qui paiera pour cette générosité. Cette proposition d'abaissement de l'âge légal, le candidat Mitterrand la reprend du programme commun de 1974 élaboré avec les communistes. Entre-temps, souvenez-vous, les conditions démographiques se sont déjà bien dégradées puisque la natalité chute dès le milieu des années 70. Qu'importe, Mitterrand sait qu'il dispose d'un court créneau, car en 1981, cette chute de la natalité se fait peut-être déjà sentir dans les écoles, mais pas encore sur le marché du travail et donc sur les cotisations. Parallèlement, ceux qui arrivent en retraite entre 1979 et 1983 sont les générations nées pendant la Première Guerre mondiale, période où le conflit avait fortement fait chuter la natalité. Et donc il y avait une petite fenêtre d'ouverture intéressante, mais très court-termiste. Cette proposition, elle va avoir d'autres conséquences très tenaces. Le problème en fait de la promesse de 80 de François Mitterrand, c'est qu'en fait, ce qui devait être un curseur, une variable d'ajustement dans un système de retraite, il l'a mis dans l'arène politique. C'est-à-dire qu'il l'a complètement décorrélé de la démographie, des considérations financières ou d'espérance de vie, et il l'a converti en un totem politique, qu'on appelle d'ailleurs un acquis social, mais c'est pas un acquis social, c'est un privilège générationnel, qui en fait a permis à certains, à une génération de partir beaucoup plus tôt à la retraite que ses parents et ses enfants, mais ça a aussi changé quelque chose dans la culture française. On est un des seuls pays au monde à considérer que les 50 ans, 55 ans sont des quasi-retraités. Ça, c'est aussi, malheureusement, l'héritage de ce genre de décision. En une seule mesure, François Mitterrand casse le moteur qu'est la démographie et viole le principe qu'est la solidarité intergénérationnelle. En 1987, le rapport Schopflin dit qu'il ne faut pas inciter les Français à partir à la retraite à 60 ans et invite à trouver de nouvelles sources de financement. Il propose de passer de 150 à 168 trimestres de cotisation pour une retraite à taux plein. Quand la droite revient à Matignon en 1986, elle réalise quelques réformes paramétriques. Mais c'est un autre Premier ministre de François Mitterrand qui sonne l'alarme. Un certain Michel Rocard a d'ailleurs très bien expliqué tout ce qui est en train de se passer dans un livre blanc en préface en 1991. Je conseille de le lire tellement il était lucide. Michel Rocard souligne les problèmes de financement du régime de retraite liés à la fois à la démographie et au chômage grandissant. Et voici comment conclut Michel Rocard. Je le dis donc avec une tranquille assurance. Ceux qui, pour des gains politiques à courte vue, croiraient flatter l'opinion en niant le problème, programmeraient sûrement une guerre des générations. Difficile de ne pas voir en ces gains politiques à courte vue une allusion à la réforme de François Mitterrand. Et Rocard avance lui aussi qu'il faut trouver de nouvelles sources de financement. Et il avait dit, il faut qu'on fasse peser le financement aussi par l'impôt sur la totalité des Français, retraités et actifs inclus. Et c'est de là qu'est née la CSG, et c'est de là qu'effectivement on a élargi l'assiette de financement au-delà des cotisations pour payer les retraites. Mais ces impôts, qui pèsent aujourd'hui 14% des recettes du système de retraite, ne suffisent pas. Et donc après, pour redresser la barre financière, il va y avoir des réformes successives. En effet, à partir de là, chaque gouvernement ou presque va devoir mener sa propre réforme des retraites pour tenter de calfeutrer les déficits, sans toutefois s'attaquer au totem de l'âge de départ. Donc ce qu'on va privilégier, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Et c'est Édouard Balladur qui s'y colle le premier. La réforme Balladur de 93, elle était assez puissante, car au-delà de reporter la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 annuités, elle a aussi modifié le mode de calcul de la retraite. On est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, ce qui était moins favorable aux assurés. Et puis elle a aussi indexé la retraite sur les prix. Auparavant, elle était indexée sur les salaires, mais qui à l'époque évoluaient plus vite. Comme il craint un mouvement social massif, Édouard Balladur profite de la langueur de l'été pour annoncer sa réforme en juillet. Il en exempt les 5 millions de fonctionnaires et la situation économique rend vite sa réforme obsolète. Il faut donc déjà de nouveaux ajustements. Alain Juppé, qui arrive à Matignon en 1995 dans la foulée de l'élection de Jacques Chirac, va tenter d'aligner le secteur public sur le régime général. Un raz-de-marée historique sur la Canebière, environ 100-120 000 personnes venues des quatre coins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour beaucoup ici, c'est la 5e manif en moins d'un mois. Ils refusent le plan Juppé, s'inquiètent pour leur retraite. Face à la pression de la rue, Alain Juppé abandonne son projet de réforme le 15 décembre 1995
un petit mois après son annonce. Le Premier ministre ne s'en remet jamais vraiment, il est emporté 18 mois plus tard par la dissolution, comme si la question des retraites avait aussi le pouvoir de faire tomber un gouvernement. C'est finalement François Fillon, en 2003, alors ministre du Travail et des Affaires sociales, qui mènera une nouvelle réforme. La réforme Fillon de 2003 aussi est courageuse, car au-delà d'augmenter à nouveau la durée de cotisation à 41 annuités, elle aligne la durée de cotisation du public sur le privé. Donc c'était aussi un tournant important. Cette réforme, elle connaît elle aussi son lot de frictions sociales et de concessions. C'est vrai que c'était par exemple intéressant de voir pendant la réforme de 2003 qu'il y avait certains syndicats étudiants qui défendaient le statu quo en expliquant que c'était un mai 68 2.0, enfin j'ai vu des choses comme ça, c'est plutôt un mai 68 à l'envers qui a eu lieu, c'est-à-dire que c'était une mobilisation pour que rien ne change, c'est-à-dire aussi de permettre à la queue de comète des baby-boomers de pouvoir partir tôt à la retraite. On a vu arriver dans certaines discussions, et ça a été mis en place à la SNCF, la fameuse clause du grand-père. On a inventé un mécanisme qui permet d'exempter certaines générations du moindre effort et de tout faire porter sur les nouvelles générations. Cette clause du grand-père, c'est quand même un sacré doigt d'honneur qui est fait à la jeunesse, c'est un sacré doigt d'honneur d'ailleurs à l'équité intergénérationnelle. Toutes ces réformes n'ont pas permis d'enrayer définitivement le déficit qui continue à se creuser. On dit souvent que les mesures d'allongement de la durée de cotisation, elles sont moins puissantes financièrement pour les finances publiques, moins immédiates, alors qu'un report de l'âge légal de départ, c'est une mesure qui vraiment permet de faire tout de suite des économies, et des économies importantes, parce que à la fois vous payez moins de retraite et vous touchez plus de cotisations. Ce n'est qu'en 2010, avec la réforme Woerth, qu'il va y avoir un tournant et qu'on va augmenter l'âge légal de départ de 2 ans pour passer de 60 à 62 ans. Mais il aura fallu attendre 30 ans. Et il faudra de nouveau plus de 10 ans pour le faire évoluer. C'est la réforme Borne de 2023 qui porte l'âge de départ à 64 ans, après des mois de contestation et par 49.3. La France, c'est un pays très paradoxal parce qu'on a un taux de syndicalisation qui est faible et en même temps, il y a une tradition contestataire très forte, avec des syndicats qui se mobilisent dès qu'ils estiment qu'un droit social est menacé. Je me souviens de décembre 2019, on a battu les records des grandes grèves de 95. Tout était bloqué, il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de train pour les vacances de Noël. Après, pour la réforme Borne de 2023, on a eu jusqu'à 14 samedis de mobilisation. Cet âge de départ ayant été extrêmement politisé devient quelque chose de très idéologisé et qui, du coup, mène certains syndicats, certains partis, certains militants à expliquer que garder l'âge de départ à la retraite aussi bas, c'est un moyen de garantir une justice sociale. Rien n'est plus faux. C'est pas une justice sociale, en fait. C'est simplement que la démographie, on a choisi de l'ignorer et que tout ça, ça coûte cher, puisque la démographie, c'est une botte souveraine qui, en fait, vous rattrapera et qui chargera de refacturer doublement les efforts qui sont refusés aujourd'hui. Si le jeu syndical et sa tradition contestataire s'en donnent à cœur joie, certains partis politiques s'opposent également au relèvement de l'âge de départ à la retraite, en affirmant qu'il n'y a pas de problème de financement, rapport du corps à l'appui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase du président du corps en 2023, qui était alors Pierre-Louis Bras, qui avait dit, lorsqu'il était auditionné à l'Assemblée nationale, « Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées ». Il ne parlait pas du solde du système de retraite, c'est-à-dire de la différence entre les recettes et les dépenses. Il n'a pas été clair, à dessein ou pas. Forcément, ça a été repris politiquement par ceux qui étaient opposés à la réforme. Moi, j'ai assisté aux présentations tous les ans du rapport du corps. Le rapport du corps, c'est indigeste. Vous avez déjà des projections à 50 ou 70 ans, alors qu'on a beaucoup de mal à prévoir l'horizon à 6 mois ou à 1 an. Et en plus, qu'est-ce que c'est que le Conseil d'orientation des retraites ? C'est un aréopage d'une quarantaine de personnes avec des parlementaires, des syndicalistes, des représentants du patronat, des représentants des grandes administrations, le Trésor, l'INSEE, etc. Et l'idée, c'est de dégager du consensus. C'est de mettre tout le monde d'accord. Ça aboutit à des rapports où chacun peut trouver ce qu'il veut. Ce que fait le corps, ce sont des projections, finalement, plus que des prévisions. Les trajectoires budgétaires, elles dépendent des hypothèses de productivité, de croissance, à long terme aussi de fécondité. Ce sont autant de paramètres que vous pouvez faire jouer dans un sens comme dans un autre, qui peuvent influencer les courbes. Le problème, c'est quand on estime que, pour des raisons politiques, certains reprennent ces hypothèses ou ces trajectoires, en prenant finalement toutes les hypothèses les plus optimistes, expliquant qu'il n'y a pas de problème de financement, puisque si la croissance repart à la hausse ou la productivité repart à la hausse, finalement, le problème est réglé. Pierre-Louis Bras a été limogé et remplacé par Gilbert Sett,
qui est donc l'actuel président du corps, qui lui affirme qu'il y a bien un problème de financement. Et il est même allé plus loin dans le rapport remis cette année, en 2025, en recommandant de reporter l'âge de départ à 66 ans en 2070. Mais les syndicats là sont montés au créneau en disant qu'il avait dérogé à son rôle, qu'il était allé trop loin, et ils lui ont demandé de retirer ça du rapport final. Si la nécessité de rehausser l'âge de départ à la retraite pour répondre aux défis démographiques fait son chemin, l'idée d'un rééquilibrage de la solidarité intergénérationnelle reste relativement absente des propositions politiques. Pour Maxime Sbailly, l'épisode du Covid en offrait pourtant une bonne opportunité. Ce qui est intéressant avec l'épisode Covid, c'est que ça a été un formidable élan de solidarité d'un pays tout entier, je dirais même d'une jeunesse qui a accepté de se confiner pour protéger ses aînés qui étaient infiniment plus à risque. Ça a eu des conséquences, on commence à le mesurer aujourd'hui sur les jeunes, sur les enfants notamment, très négatives, aussi sur ceux qui travaillaient puisque l'économie s'est arrêtée, c'est-à-dire qu'on a quand même rajouté 20 à 25 points de PIB sur la dette publique par cette décision donc d'arrêter le pays pour protéger nos aînés. Les retraités, eux, n'ont pas subi la crise économique. Leurs retraites sont garanties par l'État. On aurait pu penser qu'en sortant du Covid, on puisse demander un effort au moins aussi conséquent à nos aînés pour pouvoir peut-être remettre la priorité sur les jeunes. Je ne parle pas de remerciement, mais un devoir moral d'avoir une solidarité qui joue dans les deux sens. Je pense que ça aurait été un moment, en tout cas, extrêmement intéressant d'un point de vue intergénérationnel. On a raté ce moment-là. Moi, je le déplore. J'ai pas l'impression que ce soit l'actualité. Et si cette question reste relativement peu soulevée par les responsables politiques, c'est peut-être parce que l'épisode de la CSG, survenu lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les a échaudés. On peut estimer que les retraités doivent avoir un effort fiscal à faire qui est au moins aussi important que celui que les actifs pour justement financer leur retraite. Pourtant, la CSG qui est appliquée aux retraités est inférieure à celle des actifs. Et je demande un effort net à deux catégories, les revenus du capital et de l'autre côté les retraités les plus aisés, la moitié des retraités les plus aisés, 1,7 point de CSG. Ça n'est pas énorme. Je leur demande simplement, en toute transparence, ce petit effort de quelques dizaines d'euros par mois, parce que nous en avons besoin pour que le travail dans notre pays paye. Une mesure qu'Emmanuel Macron défendait en mars 2018 à grand renfort de pédagogie. Alors, c'est vrai qu'au-dessus de 1 200 €, on a augmenté la CSG d'1,7 point, je l'avais dit. Mais là, ce moment-là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie pourquoi? Pas pour avoir une retraite. Hein. Non. Si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. C'est un système qui marche comme ça en France. C'est d'ailleurs notre force. On n'a pas un système privatisé. Vous êtes parti à la retraite à peu près au même âge que vos parents. À peu près au même âge. Mais avec une espérance de vie de 10-15 ans de plus. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, je suis obligé aussi de faire ce travail-là, de remettre en marche l'économie du pays. Et donc, la CSG, on ne l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on l'a fait, je l'ai expliqué dès la campagne, on a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc, tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Mais à la fin de l'année 2018, après des mois de mobilisation des retraités, le président de la République rétropédale. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Le grand vieillissement de la France, il est démographique, bien sûr. Ça a des implications sur l'économie, sur le modèle social, sur la culture d'un pays aussi. Un pays qui vieillit, qui fait de moins en moins d'enfants, c'est aussi l'espace public qui change, c'est l'aménagement du territoire qui change. Ce qui change aussi, c'est l'électorat. On se retrouve aujourd'hui, pour la première fois, dans une situation où les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat français. Et ça, les politiques l'ont bien compris. Il est beaucoup plus rentable pour des hommes et femmes politiques de répondre directement d'un électorat devenu majoritaire, de retraités, qui est non seulement très mobilisé, mais en plus très nombreux, dont l'intérêt est de ne surtout pas baisser la valeur des retraites, quoi qu'il arrive. Or, on pourrait argumenter que ça fait partie des leviers qu'il faut considérer pour limiter cette facture démographique. On est effectivement sur la pente glissante de la gérontocratie, où aucun parti politique, et d'ailleurs je vais même dire même des syndicats, n'ose mettre les intérêts des retraités sous des conditions d'intérêt général. On dit souvent que c'est par électoralisme. Je pense que c'est une explication un peu facile. Pour que les Français acceptent des efforts, il faut qu'ils soient partagés par tous. Ça serait pas illogique que le taux de CSG soit le même pour les actifs et pour les retraités. Supprimer l'abattement fiscal de 10%, oui, pourquoi pas, mais une fois encore, ça revient quand même à augmenter les impôts sur les retraités qui
comme ne peuvent pas se refaire, ils sont à la retraite, ils peuvent pas faire des heures supplémentaires, travailler un peu plus, changer de métier. N'entrons pas dans ce ressentiment, dans cette guerre des générations. On a tous des enfants à qui on veut laisser des finances publiques en bon état, pour qui on veut le meilleur, et des parents à qui on veut assurer une vieillesse paisible. Je pense qu'il faut pas fantasmer non plus. La retraite mensuelle moyenne, elle s'élève à 1 500 € après prélèvements sociaux. Par exemple, les professions libérales, qui sont souvent un symbole des classes aisées, la retraite moyenne, elle atteint brut 2 300 €. Un élément qui hante les retraités aujourd'hui, c'est le risque de la dépendance. Pour ceux qui ne bénéficient pas d'aide sociale, une place en EHPAD, ça revient autour de 2 800 € par mois. Le double pour un couple. Ponctionner les retraités, c'est aussi devoir à terme financer la dépendance. On risque de déshabiller Paul pour habiller Pierre, vous voyez. Cette question de la solidarité intergénérationnelle qui confronte les intérêts des différentes générations françaises semble être un nœud gordien. Dès lors, comment l'arbitrer et quelle direction donner aux futures réformes? Je pense que les Français sont confrontés à une tension. On a environ 60% des Français qui seraient opposés à un âge légal à la retraite qui serait repoussé à 65 ans. Mais ils savent que c'est le sens de l'histoire. Plus de la moitié des Français qui pensent que l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 65 ans ou plus dans les 10 prochaines années, c'est qu'ils anticipent ça. Une partie d'entre eux se dit qu'ils sont prêts à faire plus d'efforts en tant qu'actifs, à payer une part importante de leur salaire en cotisation pour ensuite bénéficier d'une retraite dans des conditions jugées confortables. Mais de l'autre côté, les Français sont aussi conscients que le système actuel ne fonctionne plus, qu'il n'est pas pérenne. Mais en revanche, on a certaines pistes de réforme qui sont plutôt populaires. Par exemple, on a 70% des Français qui seraient favorables à l'introduction d'un système complémentaire par capitalisation. On a 60% des Français aussi qui seraient favorables à un plafonnement des pensions. Ce qui n'est pas anodin dans la situation actuelle où on a en 350 000 retraités environ qui touchent des pensions supérieures ou égales à 4 000 € par mois. Il y a toujours 3 leviers pour régler le problème des retraites, c'est le triangle infernal. Soit on baisse les pensions, mais c'est socialement très difficile. Je vous rappelle que la retraite moyenne, elle est à 1 500 €. Soit on augmente les cotisations des salariés, mais ça réduit leur pouvoir d'achat et on voit bien que ça pose un problème aujourd'hui aux actifs. Soit on augmente les cotisations des employeurs, mais ça pose un problème de compétitivité. Les entreprises, elles sont déjà lourdement taxées et ça conduit à augmenter le chômage. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le levier de l'âge, augmenter l'âge de départ, travailler plus. Ça ne fait plaisir à personne, mais c'est le levier le moins douloureux, la solution la moins douloureuse. Et puis c'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens, l'Italie, l'Allemagne, elles sont passées à 67 ans.